Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Bonjour Alexandre Delval, Bonjour. géopolitologue, consultant essayiste, auteur notamment d'un récent livre intitulé Vers un choc global, qui est publié aux éditions de l'Artilleur, dans lequel vous expliquez que le monde est entré dans une phase nouvelle phase géopolitique après les 30 ans de domination américaine qui ont marqué l'effondrement de l'Union soviétique. On va y revenir plus globalement, mais on va d'abord s'intéresser à la situation au Proche-Orient, en Israël, avec ces guerres que mène donc Israël sur 7 fronts, dit-on. On va évoquer avec vous un certain nombre de ces fronts, si vous le voulez bien. Et on commence peut-être logiquement d'ailleurs par ce front de Gaza, qui est le premier au sens temporel du terme, qui s'est ouvert donc après le 7 octobre. Où en sommes-nous après 416 jours de guerre, c'est-à-dire 1 an et 50 jours, et Alexandre Delval? Oui, alors aujourd'hui, on peut dire que le Hamas, qui est un mouvement pour nos auditeurs issu des frères musulmans, a réussi à obtenir un résultat stratégique à long terme qui est d'avoir gagné les cœurs dans un autre front possible qui est la Cisjordanie, où les cœurs sont beaucoup plus pro-Hamas encore que jadis. Et deuxième succès du Hamas, c'est les élections en Jordanie, il y a quelques mois, qui ont permis aux frères musulmans d'avoir la majorité. Or, les frères musulmans de Jordanie sont très liés aux frères musulmans du Hamas, puisque ce sont des Palestiniens qui sont majoritairement à l'origine du succès des frères musulmans en Jordanie. Ça, c'était la victoire, je dirais, symbolique qui consiste à se faire soi-même martyriser volontairement pour ensuite pleurer ses victimes et ensuite séduire l'opinion publique. Une autre petite victoire de Gaza, de Hamas, c'est d'avoir séduit les cœurs de nombreux Occidentaux et suscité le retour de la reconnaissance de la Palestine par plusieurs États européens et occidentaux, dont l'Espagne. Donc ça a été des victoires du Hamas. Par contre, sur le plan tactique et opérationnel, sur le théâtre d'opération, on peut dire que si le Hamas a gagné des cœurs au niveau mondial, dans tout le Sud global, qui s'est beaucoup euh, solidarisé de Gaza, eh bien, par contre, sur le plan opérationnel, le Hamas est pratiquement détruit sur le territoire de Gaza. Il reste des terroristes, des snipers qui se cachent dans des immeubles, dans des lieux et qui essaient de tirer sur des Israéliens. Les Israéliens doivent y aller de manière extrêmement précise, en chassant non plus des zones, mais maintenant des individus qui font de la guérilla. Mais ce n'est plus du tout le Hamas de jadis. Il n'est plus capable de lancer des roquettes. Il reste des snipers qui, ici ou là, lancent soit des très petites roquettes, soit avec des armes automatiques et tirent sur des Israéliens. Et ils continuent d'ailleurs à torturer et à persécuter leur propre population parmi ceux qui seraient tentés de coopérer. Mais il n'y a plus ces 20 ou 30 000 soldats aguerris, capables d'agir avec beaucoup de roquettes. On peut dire que le front de Gaza est presque terminé. Le problème, c'est qu'un accord n'est pas possible parce que ça ferait sauter la coalition autour de Netanyahou s'il y avait un accord, tant qu'il n'y a pas un certain nombre de conditions qui sont réunies. Donc l'accord va tarder, mais on est loin d'une solution politique. Mais la phase de destruction est pratiquement achevée. Le plus dur sera la construction politique, le plan pour faire en sorte que ce territoire reçoive de l'argent de pays fiables et non pas de pays pro-Hamas et retrouver une direction politique viable qui sera capable de ne pas représenter un ennemi qui va se réarmer ensuite contre le voisin. Vous parlez de la population gazaoui et vous parlez des territoires palestiniens aussi, en Cisjordanie. Est-ce que cette population, on a l'impression qu'elle ne s'est pas véritablement rebellée, retournée contre le Hamas, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'elle ne peut pas plus s'exprimer que cela, forcément? À Gaza ou en Cisjordanie? À Gaza. Oui, à Gaza, il est très difficile de se retourner contre le Hamas, premièrement, parce que depuis les années 2000, même si le Hamas a été créé
est en place depuis 1987 avec Cheikh Yassine. Depuis les années 2000, depuis qu'il a pris le contrôle politique administratif de Gaza, 2005, 2006, 2007 surtout, à partir de 2007, il y a eu un endoctrinement général, comme dans l'État islamique ou dans un État taliban. C'est pratiquement du même niveau, avec un contrôle total, endoctrinement, police des mœurs, mais aussi apprentissage du djihadisme dès l'école. Certains enfants ont fait des défilés avec des ceintures d'explosifs fausses, enfin, pour les préparer à cette idée du martyr, avant même de savoir parler. Et donc, il est très difficile de se rebeller quand les masses ont été totalement endoctrinées, mais il y a tout de même beaucoup d'opposants. On a sorti récemment des vidéos, hein, qui montrent que beaucoup d'opposants ont été torturés. Le Hamas a énormément persécuté les anciens de l'OLP, mais aussi les familles de notables que l'on pourrait remettre au pouvoir, si ça fait partie du plan, mais qui s'opposaient au Hamas, qui était en fait une greffe qui n'a jamais été naturelle, hein. C'est une greffe idéologique des frères musulmans, alors que dans les sociétés arabes, les notables viennent de grandes tribus. C'est des noms c'est un petit peu comme des aristocraties chez nous. Les gens qui sont naturellement les élites ont été écartés. Le totalitarisme islamiste, comme le totalitarisme communiste, quand il prend le pouvoir, il élimine des élites locales qui sont là depuis des siècles. Et donc, il y a eu forcément une persécution qui continue parce qu'il y a toujours des familles, même si les enfants ont été endoctrinés à l'école, qui secrètement continuent à être contre le Hamas et elles sont persécutées au moins autant que le sont les Juifs quand le Hamas trouve des Juifs et qu'ils arrivent à les tuer. Il y a eu énormément de tortures et d'exécutions depuis 30 ans. Et donc, tout cela est très lourd et il y a aussi des gens qui veulent se venger du Hamas, mais ils ne peuvent pas trop parler. Peut-être qu'un jour ils parleront, mais je pense quand même que malheureusement c'est une minorité, puisque quand le pays est frappé, si durement, parce que la réaction d'Israël a été forcément dure, puisque les islamistes font exprès de cacher leurs armes et leurs combattants dans des écoles, des hôpitaux, des immeubles, ils savaient très bien que ça allait susciter des représailles terribles pour beaucoup de civils également, hein. Et donc, ça crée une sorte de solidarité. Donc, la rébellion massive des populaires est absolument impossible aujourd'hui à cause de l'emprise qui demeure. Le Hamas continue à avoir un pouvoir de terreur sur sa population, même sous les décombres. Mm. Et, Alors, deuxièmement, il y a aussi un réflexe de solidarité quand on est bombardé par un ennemi. Et donc, ces deux phénomènes font que ce qui va être plus difficile et plus long, ce sera la solution politique. Trouver une gouvernance qui ne sera pas nuisible pour Israël, mais qui ne sera pas frappée de l'opprobre de la trahison. Ça va être très, très difficile à trouver. C'est pour ça que Mohamed Dahlan, vous savez, le Gazaouite qui habite aux Émirats, qui était partisan d'une solution de paix avec Israël, etc., qui est très aimé par les Américains aussi et qui a été emprisonné à l'époque en Israël, mais qui ensuite s'est rapproché de ses anciens geôliers dans une logique pragmatique pour éviter le sang. Il a voulu prôner un désarmement général des milices palestinienne, Mohamed Dahlan, les Israéliens, les Émiratis, auraient voulu qu'il soit le leader de cette future Gazaland qui serait pas un protectorat israélien, mais qui serait quand même sous contrôle, sous suzeraineté israélienne. Et c'est tellement difficile d'endosser cette image de traître qu'il a renoncé récemment. En tout cas, parfois il dit oui, parfois il dit non. On n'arrive pas à trouver la personne qui accepterait d'être le nouveau leader d'un Hamas ou d'un Fatah qui serait réunifié. Ça va être très, 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 très compliqué. mm. Alors, on va avancer parce qu'on a, comme on l'a dit, beaucoup de fronts à Oui, examiner. Bon, vous avez parlé des territoires palestiniens en Cisjordanie. Comment est-ce que vous voyez ce front-là? Est-ce que c'est un véritable front? Est-ce que c'est une sorte de guérilla? Et pourquoi est-ce que, effectivement, le Hamas a pris oui. cette importance? Alors, vous parliez des 7 fronts en introduction. Pour nos auditeurs, le premier front, c'est la tête du serpent, c'est l'Iran, même si c'est pas le front premier au sens où c'est pas celui qui frappe régulièrement. Souvent, il fait frapper par les autres, mais la tête des 7 fronts, la tête du serpent, c'est l'Iran. Le second front,
c'est pas en ordre d'importance ou d'action, hein, mais en ordre de pays. Le second front, c'est pas un État, mais ce sont les chiites d'Irak, qui sont pour beaucoup pilotés par l'Iran, qu'ils le veuillent ou non. Deuxième front. Le troisième front, ce sont les Houthis du Yémen, qui sont un mouvement chiite qui, depuis 2014, est de plus en plus pro-iranien et récupéré par l'Iran, même s'il n'était pas avant. Donc on est déjà à trois fronts. Le quatrième front, c'est la Syrie, même si ce n'est pas un vrai front, c'est un front potentiel. La Syrie a peur d'une guerre avec Israël depuis les années 70, mais c'est un front potentiel et c'est quand même ce qui permet à l'Iran d'accéder au Liban, hein, par l'Irak. Et donc il y a la Syrie. Ensuite, il y a le front libanais du Hezbollah. Il y a ensuite le seul front sunnite, enfin, qui est celui de Gaza, avec les frères musulmans qui ont toujours eu des bons contacts avec les chiites iraniens, bien qu'ils ne soient pas d'accord en Syrie, ils sont d'accord au Liban. Vous savez, ça dépend des zones, hein. En Syrie, le Hamas était contre le régime. Il a été renvoyé pendant la guerre syrienne. Par contre, au Liban et à Gaza, il y a une alliance Hezbollah-Hamas. Donc on a parlé aussi du Hezbollah et du Hamas à Gaza. Et on a aussi le front de la Cisjordanie. Le front de la Cisjordanie, ben ce sont les Arabes palestiniens de la Cisjordanie qui subissent en quelque sorte, de leur point de vue, une colonisation. Du point de vue des Israéliens, ce sont des implantations, mais il y a un fort attrait pour le Hamas dans cette zone-là, la Cisjordanie. Et ce qui est nouveau, le septième front, c'est aussi les Arabes israéliens qui longtemps étaient tout à fait neutres et tout à fait hostiles à la belligérance, et ils voulaient vivre tranquillement, étant les privilégiés, les Palestiniens les plus heureux, c'est ceux d'Israël. Ils ne voulaient pas se mêler. Ils restent globalement comme ça, mais il y a de plus en plus, depuis 4 5 ans, on sent une petite contamination d'une petite partie des Arabes israéliens qui commencent pour certains à être recrutés par des cellules terroristes. Et ça, c'est un front potentiel qui serait terrible puisqu'il est à l'intérieur même d'Israël. Donc voilà, pour ces 7 fronts-là, le front Cisjordanie, pour être très rapide, il n'est pas encore véritablement un front, mais il y a tout de même des milices Hamas, des milices secrètes, bien sûr, non, moins visibles qu'à Gaza, mais il y a des réseaux, des cellules plutôt, voilà ce que je cherchais le mot, il y a des cellules pro-Hamas et pro-djihad islamique à l'intérieur de la Cisjordanie. Ces cellules grandissent, mais au-delà de ces cellules qui sont relativement surveillées et atteignables par Israël, il y a une sympathie envers le Hamas qui a doublé, qui a quintuplé depuis le 7 octobre. C'est l'une des grandes victoires du Hamas. Le Hamas, d'ailleurs, l'avait dit à travers la bouche de M. Ismaël Haniyeh, et aussi, surtout, de Yahya Sinwar, qui avait fait une interview avant de mourir. Il avait dit: nous avons provoqué sciemment l'ennemi pour susciter des morts chez nous, ce qui permet de faire parler de la cause palestinienne qui avait été oubliée depuis les accords d'Abraham. Et ça a beaucoup fonctionné en Cisjordanie. Les cœurs, s'il y avait des élections aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un casse-tête, s'il y avait des élections en Cisjordanie, le Hamas raflerait la mise. Et voilà un petit peu l'état des lieux, même si le septième front est sous contrôle. Merci beaucoup donc d'avoir ressaisi l'ensemble de ces fronts pour que ce soit bien clair, effectivement. Bon, on voudrait qu'on dise un mot du Hezbollah quand même. Où est-ce qu'on en est de ce Oui. conflit-là? Quel est le degré de destruction actuellement de la force de cette milice chiite libanaise? Et que dites-vous éventuellement de cet accord dont on parle beaucoup, qui serait plus ou moins déjà signé d'un cessez-le-feu sur ce front? Alors, premièrement, Netanyahou n'a pas envie de faire un cadeau à Biden en donnant cet accord tout de suite. Il va retarder le maximum la publication enfin, l'officialisation de la signature et de la ratification de l'accord, parce que ce n'est pas dans l'intérêt ni de Trump ni de Netanyahou, qui s'entendent quand même beaucoup mieux qu'avec Biden, d'offrir ce cadeau à l'administration démocrate. Et au-delà de cette volonté peut-être tactique politicienne de retarder, de toute façon, il n'est pas encore tout à fait définitif cet accord, puisqu'il est prévu dans cet accord, ça c'est l'exigence israélienne non négociable, et pour l'instant le Hezbollah ne veut pas. Il est prévu un retour à la frontière du Litani, à 30 km, ce qui était prévu dans la résolution de l'ONU
1701, mais il est prévu aussi un déploiement de l'armée libanaise dans tout le sud Liban, au détriment du Hezbollah qui doit retirer toutes ses installations et toutes ses troupes. Mais il est prévu également que si le Hezbollah rompt à sa promesse, à son engagement, Israël peut intervenir comme une sorte de droit de poursuite, comme on dit en droit international. Hein, il peut intervenir comme bon lui semble pour rétablir les termes de l'accord dès lors que le Hezbollah serait tenté de revenir au-delà du fleuve Litani, vers le sud, et dès lors que le Hezbollah se remilitariserait, redéploierait des soldats, des installations, ou laisserait des gens lancer des roquettes, immédiatement Israël pourrait intervenir. Et ça, c'est un petit peu la pierre d'achoppement. Pour l'instant, le Hezbollah a cédé sur beaucoup de choses, c'est assez incroyable. Il a cédé sur presque tout. On est tout près d'un accord définitif, mais est-ce que déjà la direction du Hezbollah a été décapitée? Il y a des chefs qui ne sont pas tous d'accord entre eux. Est-ce que ça va être caduc? Même s'il y a un accord qui est presque signé, est-ce que ça va vraiment aboutir à un accord officiel avec un début de respect des termes? Pour l'instant, il y a cette pierre d'achoppement qui est Et, fondamentale, parce qu'un droit de poursuite dans tout le sud Liban, sans autorisation préalable, sans consultation préalable, ça donne un droit à Israël pratiquement d'être en permanence, de rôder dans le sud Liban, ce qui est une atteinte à la souveraineté du Liban. Et ça déplaît non seulement au Hezbollah, à Nabih Berri, le chef de Hamal, qui est vous savez, le président du Parlement, qui est chiite et qui fait un peu le lien avec le Hezbollah, mais ça ne plaît pas non plus beaucoup à l'armée libanaise. Donc il va falloir trouver de quoi faire pression. Et c'est pour ça qu'Israël n'a pas intérêt à cesser de faire pression militaire sur le Hezbollah pour le faire céder. justement, ça veut dire peut-être que l'état j'allais dire, de destruction de cette force du Hezbollah, dont on disait qu'elle était extrêmement puissante, et c'était vrai, est peut-être assez avancé. Vous avez une opinion sur... Oui, on peut mesurer le degré oui, de oui, destruction? j'en ai parlé avec justement deux journalistes libanais avec qui j'étais avant-hier, qui connaissent très très bien la situation, qui ont de la famille dans le sud, parce que vous savez, il n'y a pas que des chiites dans le sud du Liban, il y a aussi des villages chrétiens ou des villages mixtes, et beaucoup de chrétiens, bien sûr, sont inquiets du Hezbollah mais témoignent plus librement que des chiites qui sont considérés comme des traîtres dès lors qu'ils critiquent le Hezbollah. Et on sait aujourd'hui que si la direction a été décapitée, très peu de soldats ont été liquidés. Il n'y a pas eu beaucoup de combats au corps à corps, il n'y a pas eu d'incursions israéliennes massives qui permettent de reprendre des villes et de les nettoyer au sens militaire du terme, c'est-à-dire d'éliminer tous les membres de la milice ennemie. Et donc, en gros, si la direction a été décapitée et si les armes ont été détruites à plus de 50%, peut-être plus de 60%. Par contre, sur les 10, 20, 30 000, 50 000, certains disent même 100 000, on ne connaît pas les chiffres. 100 000, c'est le chiffre qu'on emploie souvent, mais ça compte aussi les administrateurs, ça compte aussi des bureaucrates, etc. Mais les combattants réels du Hezbollah, je pense que c'est entre 30 000 et 50 000, mais plutôt 30 000 efficaces. Ils n'ont pas été liquidés. Mm. Très très peu, Et parmi sur les ces 30 missiles ou et sur les 50 rampes 000. sur les Donc, non, mais rampes de ce que je veux lancement? dire, c'est il Oui. reste la plupart des soldats, dès lors qu'ils auront une nouvelle direction, ils vont pouvoir recommencer à frapper. C'est pour ça que les Israéliens veulent qu'il y ait une poursuite possible, permanente, déclenchable automatiquement, dès lors qu'il y a des signes de réarmement. Sinon, ça va recommencer comme depuis 2006, ils vont se réarmer. Et en fait, l'idée de Israël, qui est quand même réaliste, c'est pas d'éliminer totalement le Hezbollah. Regardez par exemple les forces libanaises, El Houet Lebneniye. C'était des milices. Elles ont cessé d'être une milice, mais on leur a permis de devenir un parti politique qui est le principal parti politique chrétien de Samir Jaja. C'est un petit peu ce qu'on propose au Hezbollah, puisqu'on sait qu'on ne pourra pas enlever les cœurs.
qui sont pour le Hezbollah, qui est aussi un empire financier, un empire médiatique, un empire économique. C'est aussi un parti politique. On ne peut pas le détruire, le parti politique. D'ailleurs, le Hamas aussi, il est prévu dans un plan pour Gaza que le Hamas continuera à être un mouvement politique, un petit peu comme l'IRA en Irlande, qui a cessé, ou les Basques, hein, ou Euskadi et tout ça, ils ont cessé tous ces mouvements d'être des mouvements terroristes à un moment de leur histoire, et ils sont devenus une traduction politique, un peu comme les Kurdes du PKK en Turquie, qui maintenant ont une façade politique qui a renoncé au terrorisme. Donc ça, c'est ce qu'essaie d'obtenir Israël. La plupart des Hezbollahi sont en train de céder sur ce point, donc devenir peut-être une force politique, mais forcément, il y aura des dissensions à l'intérieur, et très rapidement, il y aura des gens qui voudront reconstituer la milice, puisqu'ils ont encore des stocks d'armes énormes, malgré la destruction provoquée par l'intervention israélienne. Alors, avant d'en venir, on va en venir maintenant à ce que vous appelez la tête de la pieuvre, hein, l'Iran des ayatollahs. Vu de l'extérieur, la situation est un peu confuse, incertaine en tout cas, parce que les Iraniens ont parlé de riposte depuis un moment. Ils en ont reparlé encore d'ailleurs récemment, après les dernières attaques israéliennes. Pour l'heure, en tout cas, il n'y a pas eu de riposte à la riposte israélienne. D'un autre côté, certains stratèges en Israël disent qu'Israël se prépare depuis déjà très longtemps à cette offensive pour détruire les capacités nucléaires de l'Iran. On en parle même depuis une quinzaine d'années de cette Oui. intervention. Je vous pose donc la question directement, Alexandre Delval, est-ce qu'il faut s'attendre prochainement, dans quel délai, à une montée aux extrêmes de ce côté-là et effectivement un déclenchement d'une guerre frontale entre Israël et l'Iran? Je pense que plus qu'une guerre frontale, il va y avoir une opération extrêmement surprenante, extrêmement impressionnante, multiforme, de plusieurs manières, sur plusieurs fronts, avec des modalités très, très impressionnantes et avec un effet de surprise sidérant. Les plans existent déjà, et il y a de nombreux plans, de nombreuses modalités, mais ce qu'il faut trouver, c'est le kairos, le moment bon, le Et moment c'est quoi, par exemple, vous parlez de surprenant, est-ce qu'on peut donner une idée, sans dire évidemment ce que ça peut être, parce Alors, qu'on ne le sait pas, mais ça peut être à la fois des bombes perforantes, mais là, il faut l'appui américain, des bombes extrêmement perforantes qui permettent d'aller à plusieurs centaines de mètres sous terre, puisque beaucoup d'installations sont dans la montagne, et pas uniquement sous des villes, mais dans des montagnes. Donc là, ça nécessite des armements très particuliers, et les Américains en ont déjà fourni, mais ils devraient en fournir plus, et de toute façon, il faut l'accord des Américains. Ensuite, il peut y avoir aussi des attaques de type cybernétique extrêmement sophistiquées. On n'a encore rien vu avec les talkie-walkie et les pageurs. Il peut y avoir des choses encore plus surprenantes qui sont dans les plans. Il peut y avoir aussi, bien sûr, des attaques massives sur les installations énergétiques, même si là, il y avait un refus de la part de Biden. Avec l'administration Trump, la main serait un peu plus libre, en tout cas pour frapper les installations nucléaires. Ce qu'a demandé Trump, c'est de faire très, très, très vite. Il est probable qu'une action soit faite juste avant l'arrivée de Trump au pouvoir officiel, c'est-à-dire quelques jours avant, parce que Trump a donné une condition pendant toute sa campagne. Il faut en finir très vite, et quand j'arrive au pouvoir, il faudra avoir des solutions de paix. Musk a d'ailleurs déjà été envoyé pour parler avec des Iraniens, Elon Musk, pour trouver des modus vivendi pour le futur. Donc Trump ne sera pas un va-t-en-guerre pendant 10 ans contre l'Iran. Il voudra très vite trouver une solution, même avec l'Iran. Il veut une déconfliction généralisée, mais il permet entre-temps de frapper très 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 fort. Donc la fenêtre de tir, ça va être quelques semaines avant l'investiture de M. Trump. Et si c'est sous son investiture, il faudra que ça aille très 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 vite. Donc je pense que nous sommes à un ou deux mois ou quelques semaines ou quelques jours d'une intervention massive israélienne sur l'Iran. Mais le point d'interrogation, est-ce que les Israéliens peuvent le faire, même si Biden refuse de leur donner toutes les bombes perforantes qu'ils demandent et toute l'autorisation, ou est-ce que ça va se faire dans les premiers jours de l'investiture de Trump? Ça, c'est la question. Il est certain que dans la stratégie, il faut un effet de surprise. Ils ne vont pas prévenir. Donc, on aura des attaques cybernétiques classiques, extrêmement ciblées. La dernière intervention israélienne a montré que Israël est capable, sans l'autorisation
du ciel saoudien ou du ciel irakien, Israël et même azéri, et Israël a été capable, avec des avions indétectables, de détruire les radars de l'ennemi et de frapper dans des endroits très précis, là où se trouvent des centrifugeuses. C'était une sorte d'avertissement. Nous pouvons frapper où nous voulons, quand nous voulons, sans même que vous puissiez nous tirer un missile ou essayer même de nous voir. Vous ne nous voyez même pas. Vous ne pouvez même pas ni nous voir, ni nous détecter, ni nous intercepter. Le message était extrêmement clair et c'est pour ça que l'Iran n'a pas répondu. L'Iran a dit, ça nous va, on a agi, ils ont agi, maintenant on est quitte, on leur a fait assez de dégâts, on estime qu'on a dit le dernier mot, parce que justement, ils savent que s'ils réagissent, ils vont donner un prétexte. Israël cherche un prétexte pour pouvoir frapper massivement. Parce que pour pouvoir frapper massivement, il faut des bombes perforantes et il va falloir faire quand même des dégâts assez considérables. Et pour faire des dégâts considérables, il faut un prétexte moral. Le prétexte moral serait donné si l'Iran tombait dans le piège. Donc vous voyez que l'Iran n'est pas si bête que ça. Il n'est pas tombé dans le piège total d'une guerre généralisée avec Israël, bien que l'Iran pourrait envoyer des milliers de roquettes, enfin de missiles sur Israël, même si la plupart sont interceptés. Quand l'Iran envoie 200 missiles, on en intercepte 97%, il en tombe quelques-uns. Mais si l'Iran envoie 30 000 ou 300 000 missiles sur plusieurs semaines, eh bien là, il y aura des dégâts sur Israël parce qu'il y a toujours un petit pourcentage qui passe. L'interception, c'est 97% maximum. Donc, l'Iran aurait pu faire beaucoup plus de dégâts. Il ne l'a pas fait parce que sinon, ça aurait donné un prétexte. Mais Et alors, la politique même de Biden aurait été obligée de suivre. est-ce qu'il peut y avoir une riposte, puisque vous parlez quand même de cette offensive israélienne, donc qui prendrait l'initiative sur les bombardements pour notamment les programmes nucléaires? Est-ce que vous avez le sentiment que l'Iran est en état de riposter à ce moment-là, Donc, après? je pense que si il y a le feu vert pour faire l'action définitive d'attaquer la tête du serpent, ça va être une sidération comparable aux dernières guerres israélo-arabes, où ensuite les pays arabes ont dit on ne fera plus jamais la guerre à Israël. La dissuasion marche toujours avec les États arabes. Aucun ne veut agresser Israël, même pas la Syrie. Je pense que l'attaque sera telle, multisectorielle, multifactorielle, avec du cyber, avec des installations nucléaires, avec beaucoup de... Déjà l'autre fois, pas mal de missiles ont été détruits et des radars. Il y aura un anéantissement du système radar, probablement un brouillage électromagnétique, un aveuglement de l'ennemi, un peu comme les Russes avaient fait avec le ciel syrien quand ils étaient intervenus en Syrie, un aveuglement de l'ennemi. Donc il va y avoir cette association cyber, aveuglement, brouillage électromagnétique, élimination des radars, destruction assez rapide des systèmes antimissiles, y compris russes, qui ont été installés, et ensuite l'ennemi pourra à peine riposter. Et est-ce que le régime va s'effondrer à ce moment-là, le régime iranien, selon vous? Alors ça, c'est beaucoup moins probable. Le but aujourd'hui, comme vous le savez, le but d'Israël au Liban n'est pas de détruire totalement le Hezbollah, c'est de le neutraliser et d'en faire un mouvement politique. De même, avec l'Iran, le but n'est pas un regime change, c'est une neutralisation, un petit peu comme la Syrie, qui depuis des années n'a plus jamais osé attaquer directement Israël. Ça suffit presque à Israël d'avoir un ennemi neutralisé qui n'osera plus bouger. Et donc, le but, c'est de retarder de 20 à 30 ans le programme nucléaire, et d'ici là, probablement, le régime sera tombé de lui-même. Alors voilà, donc merci beaucoup pour ce point de vue général. On élargit un tout petit peu la focale maintenant parce qu'on parle un peu, mais il faudra faire peut-être un peu plus rapidement du reste de Oui, la situation mondiale. D'abord, est-ce qu'il y a une interaction entre ce conflit et la guerre en Ukraine, selon vous, et bien laquelle? sûr, c'est pour ça que j'étais partisan, comme beaucoup de géopolitologues, vous savez, beaucoup de géopolitologues sont d'une école réaliste, et nous étions partisans depuis 30 ans de ne pas faire l'erreur de donner à Poutine un prétexte pour redevenir impérialiste, c'est-à-dire nous étions opposés à une extension folle et continue de l'OTAN vers l'Est et des révolutions de velours qui ont fait de l'ingérence dans des pays proches de la Russie, que la Russie voulait maintenir neutre, parce que vous savez, tout empire veut des satellites autour de lui neutres, même l'Amérique. L'Amérique ne voudrait jamais un Canada ou un Mexique
pro-russes ou pro-chinois, dirigés par des gens qui veulent un accord militaire avec l'ennemi. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que maintenant que c'est trop tard, eh bien, la Russie est devenue à nouveau un ennemi total de l'Occident. Et la géopolitique, c'est mécanique. Depuis que la Russie est redevenue un ennemi de l'Occident, même si la Russie avait de très bonnes relations, en fait, directes, bilatérales, certes avec le monde arabe, certes avec l'Iran, mais presque autant avec Israël, sans le dire, en s'en vantant beaucoup moins, la Russie et l'Israël, avec notamment Netanyahou, il y avait une très bonne entente, une bonne coordination. Israël pouvait bombarder quand elle voulait les positions des amis même de la Russie en Syrie, hein, les positions des milices pro-iraniennes, etc., et Hezbollah. Maintenant, c'est encore un peu le cas. Il reste une sorte d'acceptation de la part de la Russie qu'Israël continue à liquider, à détruire certaines installations pro-iraniennes en Syrie. Mais, si vous voulez, la capacité de dialogue que Netanyahou essaie de rétablir avec la Russie a été amoindrie. Forcément, le Moyen-Orient paie les conséquences de cette guerre, puisque la guerre en Ukraine oblige, entre guillemets, la Russie à se rapprocher de tous ceux qui peuvent l'aider à trouver des drones, des munitions, et voire maintenant des militaires. Vous savez que la Russie a pris des Colombiens, des Vénézuéliens, des anciens miliciens d'extrême gauche vénézuéliens ou colombiens. Elle a pris des Yéménites chiites récemment. Elle a pris bien sûr des Nord-Coréens, mais on ne parle pas des Colombiens et des Yéménites qui sont peut-être encore plus nombreux. Il y a une mécanique, si vous voulez, de rapprochement des conflits. Et donc, plus l'Occident participe à cette guerre et moins l'accord de paix est fait rapidement, plus la guerre continue, plus la Russie se rapproche de l'axe sud global et ennemi de l'Occident, et plus la Russie se rapproche de l'Iran, même s'il y a encore des divergences, et du front pro-palestinien, voire même pro-Hamas et pro-Hezbollah. Donc forcément, ce n'est pas bon pour Israël. Ce n'est pas du tout bon pour Israël. C'est pour ça que Bennett, l'ancien Premier ministre, ainsi que Netanyahou, contrairement à Lapid, avaient compris qu'il fallait rester le plus neutre possible sur l'affaire ukrainienne, car le moindre pas, même verbal, vers une acceptation de la position occidentale, le moindre investissement dans la position occidentale consistant à aider les Ukrainiens, même si ce n'est pas des armes, Israël a donné des systèmes de détection, etc., eh bien, la Russie rend les coups 2 fois plus. Et donc, Israël, dans ce cas actuel, même si Israël est très lié à l'Amérique, Israël doit faire au maximum de ce qui est possible, doit avoir une attitude de neutralité vis-à-vis du conflit ukrainien, car elle peut le payer très, très, très cher dans la mesure où il y a 7 fronts, et sur ces 7 fronts, on peut dire que presque tous maintenant ont un lien d'amitié ou de coopération ou des contacts avec la Russie. Est-ce qu'il y a un risque de guerre mondiale, selon vous, aujourd'hui, Alors, Alexandre oui, Deval? oui, il y a un risque de guerre mondiale, mais je pense qu'il est calculé. Le problème du calcul, quand on dit on va risquer la guerre mondiale, et heureusement tout le monde sera raisonnable, on va l'éviter, c'est justement de montrer les muscles qui va faire la paix. C'est un peu le calcul de Biden, qui, à mon avis, s'est entendu avec Trump. On donne des missiles, en fait, on ne devrait pas les appeler missiles à longue portée, parce que les missiles à longue portée, en stratégie, c'est du 10 000 km intercontinental. Là, en fait, c'est des missiles qui vont à 300 km, mais ça permet de frapper le territoire russe. Les Français, secrètement, à mon avis, ont dit oui, même s'ils disent non. Les Anglais ont carrément dit oui, et Biden a dit oui, et on a envoyé, comme vous savez, des attaques EBS et des Storm Shadow en Russie. La Russie a riposté de manière assez radicale, mais en même temps calibrée, un peu comme le rapport Israël-Iran. On se répond en montrant ce qu'on peut faire, mais on sait qu'on ne va pas faire l'erreur que l'on pourrait commettre. Et donc, la riposte russe a été de montrer qu'ils sont capables d'envoyer un missile nucléaire, sauf qu'il n'était pas nucléaire, mais le message est parfaitement clair. Au cas où la dissuasion soit oubliée, on fait un petit rappel. C'est ce qu'on appelle un dialogue stratégique. Pour l'instant, on n'est pas dans la guerre mondiale, on est dans un dialogue stratégique qui rappelle justement
le principe de dissuasion. Attention, du côté des Occidentaux, on sait qu'on va négocier bientôt. Et si on négocie dans un profil de faiblesse, les Russes risquent d'être dans l'hubris et de vouloir aller encore plus loin, voire même de refuser l'accord. Donc ce qu'il faut, c'est pour que les Russes soient certains d'être obligés d'accepter un accord rapidement, il ne suffit pas de dire Trump est un magicien, en 24 heures, il va faire plier Poutine. Déjà, ça humilie Poutine, ça ne lui plaît pas du tout Poutine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On montre qu'on peut être extrêmement nuisible en laissant les Ukrainiens frapper le territoire russe durablement. Alors là, c'est une véritable petite dissuasion qui peut obliger les Russes à se dire, prenons ce qu'on a pris, parce que si c'est pire après et que nos troupes sont épuisées et qu'on subit des revers, on regrettera de ne pas avoir pris ce qu'on a pour l'instant. Donc en ce moment, Trump va nous donner 20%, Crimée comprise. Donc ça, c'était la stratégie de Biden. Probablement, il s'est entendu avec Trump parce que ça peut aider Trump d'arriver aux négociations avec une capacité de nuisance. Si Trump arrive en disant c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est mon prédécesseur, mais maintenant on ne peut plus l'enlever, les Ukrainiens peuvent vous frapper n'importe où dans le sud de la Russie, c'est quand même un élément de force qui permet de négocier plus facilement. Et inversement, de l'autre côté, les Russes ont répondu en disant vous avez oublié qu'un pays nucléaire, normalement, il est sanctuarisé. On ne tape pas le sol d'un pays nucléaire. Au cas où vous ayez oublié, nous allons réviser notre doctrine nucléaire. C'est ce qui a été fait depuis le 26 septembre. Et comme vous n'avez pas compris le 26 septembre que nous avons révisé notre doctrine nucléaire et que maintenant on peut employer le nucléaire même dans le cadre d'une guerre conventionnelle comme riposte, eh bien, au cas où vous n'ayez pas compris, nous allons envoyer notre dernier missile furtif indétectable hypersonique sur le territoire ukrainien, au centre de l'Ukraine, pour vous montrer qu'on peut faire des distances de plus de 1000 km en quelques minutes, non interceptables. Or, ils ont averti les Américains que le missile qui décollait, qui peut aller jusqu'à 5500 km, n'était pas chargé d'ogives nucléaires. Mais le message était extrêmement clair. Nous avons la capacité, et comme vous l'avez oublié, on vous fait une petite piqûre de rappel. Alors c'est grave, hein, c'est pas rien. Un essai avec un missile hypersonique pour faire comprendre qu'on aurait pu mettre une bombe nucléaire dessus, c'est quand même une menace caractérisée. Mais on est encore dans le dialogue stratégique où la Russie, comme le Biden, essaie de montrer à l'autre, j'ai un pouvoir de nuisance, mais tout cela, pour l'instant, c'est fait dans le cadre d'une imminence d'un accord. Ce sont les dernières muscles montrés avant l'accord. Très bien. Alors, si je comprends bien, finalement, pour terminer peut-être maintenant cet entretien, l'arrivée de Trump, effectivement, pourrait se caractériser par des accords Oui, à la fois au Proche-Orient et à la fois sur oui, le front ukrainien. Ça pourrait être vrai, finalement, quand il dit je vais oui, régler les problèmes oui. rapidement. Bon, Ça pourrait être vrai, mais il y a un problème, c'est qu'on n'a pas de certitude. Que se sont dit les deux présidents? Apparemment, le scénario qui progresse, ce serait qu'ils se seraient entendus et qu'il y aurait, pas une sorte de théâtre, mais un dialogue stratégique comme je viens de le décrire. Le premier scénario qui primait jusqu'à hier, c'était que Trump, voulant faire la paix sans aucune morale et d'une manière qui est horrible pour les pro-ukrainiens, c'est-à-dire vous lâchez un bout de territoire, on n'en parle plus, on neutralise le pays et on l'empêche de rentrer dans l'OTAN. C'est l'horreur absolue pour les atlantistes, ce qu'on appelle les interventionnistes, hein, les néoconservateurs ou les démocrates interventionnistes. Pour eux, c'est horrible parce que leur but, eux, ce serait que l'OTAN aille jusqu'à la Russie un jour. Eux, ils ne veulent pas que l'OTAN ait des limites. Donc pour eux, c'est atroce. Par contre, pour un réaliste, c'est mon cas, ou pour l'école internationale qu'on appelle réaliste, il est normal qu'il y ait des limites. On ne va pas dans le jardin des autres. Donc c'est possible aussi, scénario pessimiste, que Biden ait voulu mettre des bâtons dans les roues à Trump pour l'obliger à être belligérant. Eh bien, il prépare une action qui oblige la Russie à faire des erreurs. Et si la Russie fait des erreurs en frappant le sol d'un pays de l'OTAN, par exemple, la Pologne, même si c'est juste un petit éclat, l'idée c'est d'entraîner Trump dans une guerre qu'il n'aurait pas voulu pour que le parti de la guerre, le lobby militaro-industriel qui est derrière les démocrates, puisse continuer à avoir cette option de guerre. Donc, deux scénarios, soit ils se sont entendus et tout est sous contrôle plus ou moins,
et on va négocier. Soit ils ne se sont pas entendus et Biden a fait un sale coup. Avant de mourir, il veut rentrer dans l'histoire comme celui qui n'aura pas cédé, qui n'aura pas fait la paix, qui n'est pas Chamberlain. Alors là, c'est beaucoup plus belligérant parce qu'on ne contrôle pas la situation. Merci beaucoup, Alexandre Delval. Il faut qu'on s'arrête là. J'avais encore beaucoup de questions à vous poser, notamment sur la situation de l'Europe et de la France en particulier. Bon, j'ai l'impression que sur le plan, juste vraiment en un mot, sur le Oui. plan de la puissance géopolitique, on a l'impression comment dirais-je, quelque chose qui se racornit, qui perd de son importance, de sa voix dans le monde. Est-ce que c'est votre sentiment aussi Vous parlez de l'Europe? de l'Europe et de la France au sein de l'Europe aussi, en général? Alors oui, vous savez, Kissinger disait Europe, quel numéro de téléphone déjà, à qui on s'adresse, c'est une cacophonie, président de la Commission, président du Parlement, le pays qui préside pendant 6 mois, là, aujourd'hui c'est la Hongrie, qui ne s'entend pas du tout avec la présidente de la Commission, qui critique tout ce que fait Orban et vice-versa. Si vous voulez, c'est une véritable cacophonie. On n'est pas d'accord sur l'Ukraine, on a plusieurs pays qui veulent du gaz russe, l'Autriche, la Slovaquie et pas que la Hongrie. On a des pays qui veulent à nouveau reprendre du gaz russe, comme l'Allemagne, et du coup, elle veut pas donner ses missiles Taurus à l'Ukraine. Et du coup, Scholz a téléphoné à Poutine en disant qu'on va bientôt essayer de se réconcilier. Et on a les pays va en guerre, Macron, mais surtout l'Angleterre, les États-Unis, enfin au niveau européen, la France, qui est un peu le leader maintenant des va en guerre avec la Pologne et les pays baltes. Si vous voulez, c'est une immense cacophonie. L'Europe donne comme image un pays une zone qui est totalement divisée, cacophonique, qui n'a pas de direction unie. Et enfin, comme dit Marc Toiti dans une vidéo récente, qui est assez effrayante, il y a aussi le problème économique, l'Europe est ruinée. Ces sanctions envers la Russie, qu'on soit pour ou contre moralement, on peut être pour moralement, mais concrètement, il y a un nombre sans précédent, même depuis la crise financière de 2008, de faillites de petites, moyennes et grosses entreprises. Regardez cette vidéo de Marc Toiti qui donne que des chiffres de l'INSEE. C'est terrifiant ce qui est en train de se passer. Personne n'en parle. On nous rassure en nous disant c'est le post-Covid, c'est juste la conséquence du Covid. On avait trop aidé les entreprises, c'est un rattrapage naturel. Non, on est dans une crise sans précédent. On a des grandes sociétés européennes et allemandes qui délocalisent aux États-Unis parce que le gaz y est 5 fois moins cher. Et le gaz va encore augmenter avec la situation qui s'envenime et l'Ukraine qui veut bientôt bloquer le dernier gazoduc qui passe par son territoire. On va avoir encore un effet de montée des prix, d'inflation. L'inflation est repartie à la hausse. La dette de l'Europe est devenue abyssale. Et on n'a pas, comme les Américains, le dollar pour payer notre dette. L'euro n'est pas, comme le dollar, une monnaie qui nous permet d'être endettés sur le dos du monde entier. Et on est à la veille, selon Marc Toiti, d'une implosion de la zone euro. Ce que l'on dit depuis 10 ans, vous me direz. Mais peut-être que ça va finir par arriver. En tout cas, beaucoup d'économistes sont extrêmement inquiets sur la politique, sur les effets de la politique sur l'économie, mais aussi sur l'économie et la finance elle-même, qui n'est absolument pas bonne. La zone euro est dans une crise sans précédent. Merci beaucoup. On a beaucoup voyagé avec vous, beaucoup d'informations sur tous ces fronts et on voit comment les choses effectivement sont reliées, connectées avec toujours, malgré tout, un principe directeur, comme vous nous avez expliqué, c'est-à-dire cette vision réaliste de la géopolitique qui est fort utile parce qu'elle permet au moins d'avoir un état de la situation clair. Après, effectivement, on peut avoir des opinions différentes Oui, sur les sujets qui se présentent. Merci infiniment, merci à vous. Alexandre Delval, pour cet entretien. Merci à tous pour votre attention. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.